Bonjour à tous et bonjour à Emmanuel Coquery, directeur du développement culturel et du musée de la Bibliothèque nationale de France, qui nous accueille ici dans ce lieu absolument sublime de la galerie Mazarin, donc au sein même du musée de la BNF. BNF avec qui nous avons commencé un partenariat, nous, École des Arts Joaillier, fondé en 2012 avec le soutien de la maison Van Cleef & Arpels. Et ce partenariat consiste effectivement à étudier les relations entre la littérature et le bijou, qui a pris forme dans un dossier numérique connu sous le titre des Essentiels. Dossier qui a été mené grâce à une recherche réalisée par une jeune chercheuse, Charline Coupeau, que vous allez entendre dans un instant, autour de ces liens entre littérature et bijoux à travers 3 axes d'approche. Premier axe, le bijou dans la littérature, puis la littérature dans le bijou, et enfin les rencontres entre bijoux et littérature. Alors, je vous laisse la parole, mais je voudrais souligner ce que bijoux et littérature ont en commun. D'une part, parce que beaucoup d'écrivains cisèlent une phrase, un texte comme un bijou, et que finalement, qu'est-ce qu'un bijou sinon une forme de langage? Merci de vos mots, cher Emmanuel Amiot. Je suis heureux de vous accueillir dans cet écrin prestigieux, magnifique, donc de la galerie dite Mazarin du musée de la Bibliothèque nationale de France, qui est un décor voulu par le Premier ministre de Louis XIV au milieu du XVIIe siècle, à la mode italienne. Donc nous voyageons quelque part dans la Rome du XVIIe siècle. Un décor magnifique restauré il y a 2 ans à l'occasion de la réouverture du musée, que je vous invite tous à venir découvrir en vrai, et qui est l'écrin parfait pour tous les trésors que nous conservons dans toutes ces vitrines que vous pouvez apercevoir de part et d'autre, qui présentent un florilège de nos richesses. La Bibliothèque nationale de France, c'est 40 millions d'objets, d'œuvres d'art, et qui vous présentent des livres bien sûr, des manuscrits, des cartes, des photos, des gravures, tout ce matériel qui a servi à l'élaboration de ce dossier conjoint avec l'École des Arts Joaillier, qui explore donc ce thème très vaste et passionnant des rapports entre bijoux et littérature, et qui s'est fait dans une complémentarité parfaite d'expertise entre vos équipes et les nôtres, et un dossier donc qui explore au-delà de la littérature certaines de nos collections et qui permettent d'avoir un aperçu de ces trésors, et qui sont donc à retrouver, comme le soulignait Emmanuel, sur notre site bnf.essentiel au pluriel.fr, qui rassemble des dossiers avec des podcasts, des vidéos, des dossiers thématiques très complets, très diversifiés, qui font un très beau panorama de cette thématique. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Merci donc à nos 2 Emmanuel pour cette introduction. On est ravis de pouvoir vous retrouver ici donc dans ce lieu prestigieux qui est la galerie Mazarin pour un temps d'échange, vous l'aurez compris, autour d'une thématique qui est chère à l'École des Arts Joailliers depuis maintenant quelques années, qui sont ces correspondances artistiques entre le bijou et la littérature. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagnée de Patrick Waldelazowski, professeur émérite en littérature du XVIIIe et XIXe siècle, auteur et essayiste. Et dans le temps qui nous est imparti, on va essayer de vous proposer un voyage à travers le temps, à travers la littérature, pour vous montrer finalement que, quelles que soient les époques, le bijou est présent au sein de la trame narrative. Alors ce bijou, il participe bien évidemment à créer le mystère, à créer la fascination, et puis parfois il est plus discret, il se fait à la marge du texte, mais il est essentiel finalement à la création
d'un imaginaire à la magie aussi de la lecture. Alors, pour ce temps d'échange autour donc, de la littérature et notamment de la littérature francophone, on vous a sélectionné quelques textes. Vous l'aurez compris, dans le temps qui nous est imparti, on ne peut pas être exhaustif sur une thématique comme celle-ci. Et je voudrais que on commence notre propos avec la période du Moyen-Âge. Période dans laquelle on va voir se développer le mouvement courtois. Le mouvement courtois, c'est la passion, l'engagement, la fidélité du chevalier au service de sa dame. Et durant cette période, on va voir se développer donc une littérature courtoise. Et dans cette littérature courtoise, on va retrouver la présence de bijoux, et notamment il y a une place de choix qui est donnée à un type de bijou en particulier, qui est l'anneau. Est-ce que Patrick, vous pourriez nous éclairer sur un exemple du Moyen-Âge dans lequel on va pouvoir retrouver ce fameux anneau? Comme vous venez de le dire, Charline, effectivement, l'anneau est extrêmement présent dans les romans de chevalerie. Et si vous voulez bien, juste pour commencer et aborder ce parcours chronologique, ce parcours dans le temps, je voudrais vous citer un extrait de Lancelot ou le chevalier de la Charette, qui a été écrit en vers autour de 1180 par Chrétien de Troyes. Et vous verrez tout de suite, vous verrez immédiatement l'importance, le rôle que joue l'anneau magique dans le texte. Mais celui dont je dois surtout vous parler portait un anneau à son doigt, dont la pierre possédait un pouvoir tel qu'aucun enchantement ne pouvait lui résister quand on l'avait regardé. Il met donc l'anneau devant ses yeux, fixe la pierre et dit « Dame, dame, que Dieu me vienne en aide, j'aurai maintenant grand besoin que vous puissiez m'aider. » La dame en question était une fée qui lui avait donné l'anneau et l'avait élevé dans son enfance. Il avait en elle la confiance absolue qu'en quelque lieu où il se trouve, elle lui porterait aide et secours. Mais il voit bien par son appel et par la pierre de l'anneau qu'il n'y a ici aucun enchantement et il lui faut reconnaître qu'ils sont bel et bien enfermés et emprisonnés. Merci Patrick pour le partage de cette première lecture. À son écoute, j'ai envie de vous demander finalement pourquoi l'anneau, quel rôle joue l'anneau au sein de la trame narrative de l'histoire de Lancelot. Déjà, il y a la trame narrative et il y a le rôle de l'anneau dans l'imaginaire médiéval. Sa place est considérable, si vous voulez. Que l'anneau soit sacré ou profane, qu'il soit exécuté dans un matériau précieux ou au contraire qu'il soit très modeste, sa fonction sociale est immédiatement doublée par une fonction affective ou une fonction spirituelle. Vous avez par exemple l'anneau comme puissance magique, on vient de le voir. Vous avez l'anneau comme signe de pouvoir. Vous avez l'anneau comme signe d'appartenance. Il signifie l'appartenance à un groupe. Vous avez l'anneau également, et celui-là est promis évidemment à une aventure littéraire considérable, l'anneau comme alliance entre les époux, les amants, les fiancés, bien entendu. Et donc cette histoire, si vous voulez, est à la fois celle du Moyen-Âge et celle des romans de chevalerie. Dans Lancelot, il y a deux anneaux extrêmement importants. Celui, l'anneau magique, qui a été donné à Lancelot par la fée Viviane, elle l'a élevé, elle l'a entraîné au fond de son lac magique et lui a enseigné les valeurs de la courtoisie. Et donc, en récompense de cet enseignement, ou pour couronner cet enseignement, voilà l'anneau magique. Et vous avez simultanément dans le roman un autre anneau qui est l'anneau donné par la dame de cœur, cette fois de Lancelot, qui est la reine Guenièvre. Et cet anneau, si vous voulez, lui est donné en gage d'amour. Il y a là une aventure, une péripétie qui est tout à fait passionnante, puisque une méchante fée, cette fois la fée Morgane, va subtiliser l'anneau de Lancelot, le remplacer par un faux et faire croire ainsi à la reine Guenièvre que Lancelot l'a trahi, qu'il a trompé son amour.
Oui, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est cette ambivalence de l'anneau qu'on a dans cette histoire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Lancelot va finalement revenir à la cour et il va donc confronter son anneau à celui de la reine Guenièvre. Et c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été dupés par la fée Morgane. On les voit ici donc dans cette miniature peinte qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France, et on a les anneaux qui sont ici au centre de la composition. L'artiste a voulu marquer l'importance de l'identification de la nature des anneaux, dont dépend, j'ai envie de dire, la suite de l'histoire, en l'occurrence la réconciliation entre les deux amants. Et puis on est ici dans la chambre à coucher de la reine. Et on voit bien d'ailleurs, comme vous le soulignez, l'importance du lit dans l'image, et que à la fois l'anneau est le gage d'amour et le lit va sceller la réconciliation finalement des deux amants. Encore que dans l'imaginaire médiéval, le chevalier ne consomme pas sa relation amoureuse avec sa dame d'amour, avec sa dame de cœur. On voit bien donc encore une fois que l'anneau est extrêmement important, qu'il est l'objet de toutes les convoitises, que hors de la main, hors du doigt qui le porte, il roule finalement dans le monde, il est à la fois perdu, volé, égaré, retrouvé. C'est vraiment un objet essentiel qui est au cœur de la trame d'un grand nombre d'œuvres littéraires. On pourrait s'amuser d'ailleurs à distinguer deux faces de l'anneau, la face interne, la face intérieure, qui est celle de l'intimité des êtres, qui est celle de la relation amoureuse ou charnelle, si vous voulez, et la face extérieure de l'anneau, qui est celle des péripéties, des aventures, des cruautés que l'anneau va aider lui aussi à combattre, à refouler. Et cette importance et cette histoire est d'une certaine façon ouverte à toute l'histoire de la littérature. On le verra ici et là, gage d'amour, objet magique, objet perdu et objet retrouvé dans le monde. Oui, et sur cette idée justement d'un bijou qui évoque la rencontre amoureuse, ou en tout cas l'union amoureuse, j'aimerais, si vous voulez bien, dans un deuxième temps, que l'on s'attarde sur cette paire de boucles d'oreilles qui a été réalisée par la créatrice Sylvie Corbelin, créatrice française. Et on retrouve ici en fait les deux protagonistes d'un roman de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves, qui a été écrit en 1678. Donc d'un côté vous avez Mademoiselle de Chartres, future princesse de Clèves dans le texte, et d'un autre côté le duc de Nemours. Il est important de souligner ici que la princesse de Clèves est ornée de ce qu'on appelle une ferronnière. C'est un type d'ornement de tête qui est très en vogue durant la Renaissance, et ce type d'ornement ici sur ce bijou fait totalement écho à la temporalité du récit de Madame de Lafayette, puisque l'histoire de la princesse de Clèves se passe au XVIe siècle, donc à la cour d'Henri II. Et puis pour accentuer ce point, on a aussi la créatrice qui a utilisé des perles baroques en pendant, perles baroques qui sont encore une fois à la mode durant la Renaissance sur la composition de divers bijoux. On pourrait également s'attarder sur l'attitude des personnages ici sur ce bijou, et notamment l'attitude de la princesse de Clèves qui semble se détourner de sa passion pour le duc de Nemours. C'est une idée qu'on va retrouver au sein de la trame narrative. Et puis pour aller plus loin, si on veut, dans la lecture de ce bijou, on a ici deux pendants d'oreilles qui vont se positionner de part et d'autre
de la tête qui est le siège de la raison, et il faudra donc raison garder pour la princesse de Clèves, pour ne pas finalement succomber, voilà, à son amour pour le duc de Nemours. Oui, ce qui intéresse la princesse de Clèves, à la différence des romans de chevalerie qui sont marqués par de nombreux rebondissements, par des péripéties, c'est la complexité du sentiment amoureux. Dès lors qu'il y a une tension entre le devoir conjugal et la passion amoureuse, dès lors que la jeune mademoiselle de Chartres arrive à l'âge de 15 ans à la cour du roi Henri II, à la cour de France, et c'est là que, tout à coup, elle va, sur le conseil de sa mère, épouser le prince de Clèves. Et on verra dans un instant la rencontre amoureuse. Alors que quelque temps plus tard, c'est du duc de Nemours qu'elle va tomber passionnément amoureuse. Il y a donc là une sorte de conflit, si vous voulez, qui est l'essentiel de ce très très beau et très intense roman. Et je voudrais juste vous lire l'extrait de la rencontre, le moment capital de la rencontre entre le prince de Clèves et mademoiselle de Chartres. Rappelons que le prince ne l'a encore jamais vue, c'est la première fois qu'il la découvre. Le coup de foudre est immédiat. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en faisait commerce pour tout le monde. Cet homme était venu de Florence avec la reine et s'était tellement enrichi dans le trafic que sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que celle d'un marchand. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise et demeura si touché de l'air modeste qu'il avait remarqué dans ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires. Alors merci pour ce deuxième extrait, cette deuxième lecture. À son écoute, j'ai envie de vous demander, bon, je me permets peut-être une comparaison, est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre de mettre en résonance le personnage de la princesse de Clèves à un joyau qui est ici présenté dans une sorte de boîte à bijoux, d'écrins précieux, en quelque sorte. Bien sûr, Charlie. Le lieu de la rencontre ici est absolument capital. C'est un lieu marquant dans le roman et c'est un lieu qui commande finalement dans l'ensemble du roman le motif de l'éclat qu'on va retrouver partout. C'est un motif qui est extrêmement parlant et extrêmement important à l'âge classique, comme vous le savez, à la cour de Louis XIV par exemple, à Versailles, mais déjà sous Henri II, éclat des fêtes, éclat des vêtements, éclat finalement des actions, qu'elles soient des actions politiques ou des actions militaires. Et c'est d'ailleurs pour donner, le roi dit, un supplément d'éclat à sa cour qu'il va organiser un tournoi au cours duquel il va recevoir un éclat dans l'œil, un éclat de la lance de celui avec qui il combat le duc de Montgomery, et cet éclat dans l'œil va lui causer la mort. Et donc nous avons ce motif qui court à travers le roman et qui explique, comme vous l'avez souligné bien sûr dès le début, que la jeune mademoiselle de Chartres est un bijou parmi les bijoux, est un joyau parmi les joyaux. À quoi s'ajoute sans doute le fait que la reine-mère, Catherine de Médicis, elle-même a introduit à la cour, je pense, des joailliers italiens qui connaissent réellement un grand succès. Oui, tout à fait. Alors, sur cette idée-là, justement, pour ce qui est du XVIe et du XVIIe siècle, on a en effet des joailliers italiens qui vont connaître à la cour de France un certain prestige. C'est notamment le cas donc, de la maison Mellerio qui va arriver donc, en France au début du XVIe siècle, après les guerres d'Italie qui opposent Charles Quint et François Ier. Et en 1613, donc début du XVIIe siècle, cette maison va avoir l'obtention d'un privilège royal de la part de Marie de Médicis, qui est la régente, mère de Louis XIII.
Et donc il va accorder à cette famille Mellerio sa protection et aussi l'autorisation d'exercer à Paris et sur tout le territoire leur activité de marchand d'objets précieux. Et c'est ce qui va, cette faveur va permettre à la maison Mellerio finalement de rayonner sur les siècles suivants, au XVIIIe et au XIXe siècle. Bien sûr, et puisque échange il y a avec l'Italie, on peut rappeler qu'un siècle plus tôt, la Pléiade va importer d'Italie le sonnet, donc dans le domaine de la littérature. C'est cette forme poétique qui va s'imposer très vite comme la forme principale, finalement, la forme première du poème dans toute l'histoire de la littérature française. Et voilà donc avec le sonnet, il sonetto, un bijou essentiel dans le corpus littéraire. Oui, alors sur ce rappel de la Pléiade, on aurait pu s'abandonner à la lecture du recueil de poèmes de Rémi Belleau, écrit en 1576, qui s'appelle « Amour et nouveaux échanges des pierres précieuses », dans lequel le poète va donner tout son éclat, tout son brillant, justement, au texte, en tout cas à la langue française. D'un vers à l'autre, il va accumuler les gemmes. Donc on retrouve dans la poésie en fait de Belleau toute cette notion de profusion, d'énumération luxueuse, qui n'est pas une caractéristique de la poésie, en tout cas des poètes de la Pléiade, puisque cette idée d'énumération, de la liste, on va la retrouver également dans d'autres genres littéraires, et notamment les romans, au théâtre et également dans certains essais. Oui, et même, puisque vous évoquez des genres littéraires, en dehors de la littérature, finalement, avec l'énumération, avec la liste, la conception finalement d'une énumération rythmique, d'une énumération maîtrisée, on rentre à ce moment-là aux origines quasiment des textes littéraires dans de très nombreuses civilisations. Et ce serait amusant de retrouver ce principe de la liste, ce principe de l'accumulation éclatante, comme vous l'avez rappelé, à travers des catalogues qui vont se développer en particulier au XVIIIe siècle, être recréés, repensés au XVIIIe siècle par Edme François Gersaint. C'est ainsi que vous avez sous les yeux le catalogue raisonné provenant de la succession de M. Engrand, vicomte de Fontpertuis, en 1747. C'est l'idée de mettre en vente des bijoux, d'en dresser le catalogue et de finalement passer en revue 41 pièces ici qui constituent presque, nous l'avons rappelé, un poème. En voici quelques-uns que je cite. L'énumération commence. Une bague composée d'un rubis balai de forme octogone et de 4 petits diamants brillants blancs sur le corps. Une autre bague de grenat de forme carrée arrondie, aussi avec 4 petits diamants brillants blancs sur le corps. Une belle hyacinthe montée en bague et à jour. Cela continue ainsi, comme je l'ai dit, plusieurs pages. Et puisque poème il y a, on peut penser à ces poèmes que André Breton, poème surréaliste qu'au XXe siècle, André Breton tirera par exemple en sélectionnant quelques pages de l'annuaire téléphonique. Donc tout fait sens, tout fait poème, et en particulier ici, bien sûr, les catalogues de Gersaint. Oui, tout à fait. Alors ici, avec Gersaint, c'est vrai qu'on est en présence d'un grand marchand du siècle des Lumières qui est ami de Watteau, vendeur de tableaux et autres curiosités, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un travail de recherche mené par Guillaume Glorieux, qui a démontré l'importance de cet acteur sur le marché de l'art. Gersaint, c'est quelqu'un qui va user de stratégies commerciales audacieuses, comme le développement des ventes aux enchères et également la mise en place d'un genre inédit qui est le catalogue raisonné. Alors ce catalogue raisonné, c'est en fait un outil
un outil d'instruction puisque l'on va pouvoir retrouver de nombreuses informations, c'est-à-dire la biographie des artistes, également les techniques, les matières, les attributions des objets mis en vente. Et du coup, on retrouve dans ce catalogue raisonné, enfin dans ces catalogues raisonnés, cette idée de profusion, d'énumération luxueuse, surtout quand il s'agit d'une liste de bijoux mis en vente. Et précisément, alors il y a quelque chose qui est très moderne finalement et qui nous interpelle, c'est que dans ces catalogues, il arrive à certains moments qu'il y ait une pièce d'exception, quelque chose sur quoi il faut s'arrêter. Et il s'agit là d'un autre catalogue, celui d'un banquier joaillier Charles Godefroy en 1748. Et précisément, la pièce 48, estime Gersaint, vaut la peine qu'on s'y arrête et qu'on s'y arrête de manière un petit peu plus importante, un petit peu plus imagée finalement que l'ensemble des pièces qui circulent et constituent l'énumération dont nous avons parlé. Oui, alors ce qui est intéressant dans cet exemple en particulier, cette pièce numéro 48, c'est que la description finit par avouer son impuissance, en fait. Au même titre qu'aujourd'hui, on va photographier les bijoux présents dans les catalogues de vente, eh bien, Gersaint va faire reproduire, va faire graver à sa juste grandeur cette parure de choix qui est tout à fait au goût de l'époque. On voit dans la description, il nous est dit que donc, cette parure de diamants présente des diamants qui sont taillés à l'indienne. Donc on a ici l'évocation de l'Inde, l'Inde qui est un fournisseur important de pierres précieuses donc, au XVIIIe siècle, et on ne peut que évoquer les nombreux voyages que le célèbre négociant et marchand Jean-Baptiste Tavernier a fait en Inde, à la cour des Moghols, où il a ramené des diamants exceptionnels, donc ensuite à la cour de France à Louis XIV. Ces diamants exceptionnels vont d'ailleurs jouer un rôle important dans l'histoire de la joaillerie au long des siècles, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais vous évoquez bien sûr Tavernier, les voyages de Tavernier, et c'est tout un univers d'aventure, c'est tout un univers d'exploration, de découverte qui nous revient et qui nous oblige peut-être à y revenir. Je veux dire revenir à l'aventure. Et si vous le permettez, non pas en allant redécouvrir avec Tavernier les Indes, l'Inde orientale, mais avec comme point de mire l'Angleterre. L'Angleterre où nous entraîne le chevalier d'Artagnan à la poursuite des ferrets de la reine. Exactement, tout à fait. Alors on peut s'attarder sur ce classique de la littérature du XIXe siècle, et notamment sur une des protagonistes de l'histoire donc des Trois Mousquetaires. C'est notamment donc Anne d'Autriche, qui est peinte ici donc par Rubens. Elle porte, vous le voyez, une parure donc de perles et de diamants, et donc sa ceinture se termine donc par un nœud en étoffe avec aux extrémités ce qu'on appelle donc les fameux ferrets. Ces ferrets sont en fait des embouts métalliques qui donc vont se placer à l'extrémité d'un lacet ou d'un galon, et qui vont permettre de coulisser plus aisément en fait dans les œillets. Parce qu'il y a d'intéressant en fait dans ce type d'ornement qui à la base est un type d'ornement connu du Moyen-Âge, qui est fonctionnel. C'est finalement tout le mystère, toute la fascination que va créer Alexandre Dumas autour donc de ces objets précieux. Oui, ce sont en effet les ferrets dont vous avez rappelé l'importance, dont vous avez rappelé la signification. Je pense que la plupart des lecteurs qui s'enthousiasment à la lecture du roman Les Trois Mousquetaires ignorent ce que sont les ferrets, mais se laissent entraîner par la dynamique de l'action. Le roman de Dumas,
qui met donc en scène, je disais, le chevalier d'Artagnan, bien sûr, puisque c'est la chevalerie qui nous revient à travers lui, est d'abord paru en feuilleton en 1844, et le feuilleton oblige naturellement à multiplier les rebondissements. Et je rappelle les circonstances. La reine a imprudemment offert au duc de Buckingham les ferrets que le roi lui-même lui avait offerts. Et donc, averti par ses espions, le ministre du roi, Richelieu, qui est envieux du duc de Buckingham, qui est lui-même amoureux de la reine, trouve le moyen de la perdre aux yeux du roi. Et donc, il suggère au souverain d'imposer à la reine de porter ses ferrets à un bal important donné par les échevins de Paris. Donc, la reine ne les a pas, le roi l'oblige à les porter. La machination est en place. Je cite le texte. « Madame, dit le roi avec majesté, il y aura incessamment bal à l'hôtel de ville. J'entends que, pour faire honneur à nos braves échevins, vous y paraissiez en habit de cérémonie. Et surtout, madame, parez des ferrets de diamants que je vous ai donnés pour votre fête. Voici ma réponse. » La réponse était terrible. Anne d'Autriche crut que Louis XIII savait tout. « Vous entendez, madame, dit le roi, qui jouissait de cet embarras dans toute son étendue, mais sans en deviner la cause. Vous m'entendez ? » ?»« Oui, sire, j'entends, balbutia la reine. »« Vous paraîtrez à ce bal ? » ?»« Oui. »« Avec vos ferrets ? » ?»« Oui. »« Alors vous paraîtrez donc ? » ?»« Oui, sire. »« C'est bien, dit le roi en se retirant, si bien j'y compte. » La reine fit une référence, moins par étiquette que parce que ses genoux se dérobaient sous elle. Aussi, en présence du malheur qui la menaçait, éclata-t-elle en sanglots. Merci Patrick pour cette lecture. On voit bien ici que la tension est à son comble et que donc les ferrets sont vraiment au cœur de l'action, qu'ils participent à la suite de l'aventure et notamment l'aventure que va mener D'Artagnan en Angleterre pour aller récupérer ces fameux ferrets. On comprend aussi pourquoi finalement ce roman d'Alexandre Dumas a fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques et on peut retenir l'adaptation de 1948 avec Jane Kelly qui pour ma part est une de mes préférées. On a la version aussi plus récente de 2023 avec Martin Bourboulon et ce qui est intéressant c'est que les ferrets ils sont toujours au cœur au cœur de l'aventure, à l'écran, ils ne sont jamais véritablement représentés pour ce qu'ils sont vraiment, alors qu'il existe en fait une reconstitution de ces fameux ferrets de la reine qui a été proposée donc par l'orfèvre parurier Stéphane Marant, qui est réputé donc pour la reproduction de parures historiques. On lui doit notamment la reproduction du fameux collier de la reine Marie-Antoinette, qui fait d'ailleurs l'objet d'un autre roman de Dumas. Et donc ces fameux ferrets reconstitués, vous pouvez aller les apprécier donc, au château de Monte Cristo à Marly, qui est l'ancienne demeure donc, d'Alexandre Dumas. Oui, ce qui est absolument passionnant à ce moment-là de l'histoire littéraire, c'est que le XIXe siècle est le siècle du progrès, qui est le siècle finalement matérialiste de la civilisation industrielle, redécouvre les bijoux du passé au moment où, en même temps, il y a une vraie passion des écrivains pour la joaillerie contemporaine, pour le bijou actuel, le bijou du XIXe siècle. Et souvenez-vous, c'est cette passion pour le bijou qui est au cœur d'un nouveau mouvement esthétique, d'un nouveau mouvement littéraire, l'art pour l'art, où, menés par Théophile Gautier, les écrivains vont se passionner pour l'identification entre le poème ou le texte littéraire et la qualité essentielle d'un bijou. Et ce mouvement littéraire lui-même va être très vite débordé, très vite dépassé, emporté par un autre qui lui succède, qui est le mouvement décadent.
le mouvement de la littérature décadente, le mouvement de la littérature fin de siècle, qui lui-même va trouver sa Bible, c'est le mot qu'on va lui accorder, dans un roman de Joris Karl Huysmans, roman qui s'appelle À rebours, qui est un roman considéré donc comme un roman essentiel dans l'histoire littéraire du mouvement décadent. Et nous allons voir ici, si vous le voulez bien nous le citer, la danse de Salomé, qui est un des grands moments dans le roman de Huysmans, où Salomé, chargé, je cite le romancier, de réveiller l'essence assoupie du vieil Hérode, apparaît dans le texte telle qu'elle est apparue dans le tableau de Gustave Moreau, aux yeux de Huysmans lui-même, dans le salon de 1876. Exactement. Et je vous lis donc un extrait d'À rebours, où il nous dit « Ces bracelets, ces ceintures, ces bagues crachent des étincelles. Sur sa robe triomphale, couturée de perles, ramagée d'argent, lamée d'or, la cuirasse des orfèvreries, dont chaque maille est une pierre, entre en combustion, croise des serpenteaux de feu, grouille sur la chair mate, sur la peau rostée, ainsi que des insectes splendides aux élytres éblouissants, marbrés de carmin, ponctués de jaune aurore, diaprés de bleu d'acier, tigrés de vert pan. » Alors, avec ce texte, avec À rebours, vous l'aurez compris, on est bien loin finalement des rebondissements et de l'aventure présente donc chez Alexandre Dumas. On est même très loin du naturalisme d'Émile Zola, dont Joris Karl Huysmans est proche dans les premières années de sa vie, en tout cas dans ses premières œuvres littéraires. Huysmans ici propose un manifeste antisocial. À rebours, c'est un roman où il ne se passe pas grand-chose, où finalement, chapitre après chapitre, on va venir décrire l'intérieur de la demeure de Fontenay-aux-Roses, où le protagoniste de l'histoire, Jean des Esseintes, s'est isolé pour pouvoir profiter des livres rares de sa bibliothèque, de sa collection de parfums ou encore de fleurs exotiques et étranges, comme des orchidées. On retrouve des allusions à l'Asie qui sont très présentes ici dans À rebours. Et donc si on revient sur l'extrait que l'on vous a partagé, cette fameuse danse de Salomé, ruisselante de pierreries, elle en évoque finalement d'autres dans la littérature. En tout cas, c'est un poncif qu'on va retrouver dans la littérature du XIXe siècle. Absolument. On peut revenir un peu en arrière, si vous voulez, c'est-à-dire au milieu du siècle, et revenir aux Fleurs du Mal de Baudelaire. Souvenez-vous, dans les Fleurs du Mal de Baudelaire, vous avez à la fois le serpent qui danse, et effectivement, c'est une danse érotique, et vous avez ce poème qui fait partie des 6 pièces qui vont être condamnées par la justice, le poème intitulé « Les bijoux », une pièce donc poétique qui va être maudite. Souvenez-vous, si je me souviens, la très chère était nue et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont, dans leurs jours heureux, les esclaves des morts. Et donc, ce poème des bijoux chez Baudelaire, naturellement, est une pièce extrêmement essentielle, et elle fait le lien, souvenez-vous, entre le Parnasse, qui s'intéresse aux bijoux, et Baudelaire va dédier les Fleurs du Mal à Théophile Gautier, et la littérature décadente, dans la mesure où, chez Baudelaire, vous avez effectivement l'image de la femme qui se partage entre la Vénus antique, si vous voulez, la Vénus sculpturale, et celle qui va devenir la femme fatale dans la littérature de la fin du siècle, c'est-à-dire une femme attirante, mais une femme aussi attirante que séductrice et que maléfique quelque part, comme le sont d'ailleurs les bijoux qui vont être qualifiés eux aussi de vénéneux dans la littérature et dans la création de la joaillerie fin de siècle. Oui,
sur cette idée de morbidité, d'artifice en fait, hein, qui décore le texte littéraire de la fin du 19e siècle. On a un épisode justement du roman d'Arrebourg qui est l'épisode où le personnage, donc Jean des Esseintes, va vouloir transformer sa tortue vivante en un gigantesque bijou. Et donc il va pour cela sertir la carapace de l'animal de différentes gemmes selon donc un dessin de fleurs japonaises. On est encore une fois dans l'évocation de l'Asie. Ce qui est intéressant, c'est que Jean des Esseintes ne va pas s'attarder sur des pierres trop convenues comme le rubis, le saphir, l'émeraude et le diamant, mais on va retrouver une énumération, encore une fois cette notion de la profusion, de l'énumération, de la liste de gemmes assez excentriques, notamment de chrysobéryl, vert asperge ou de péridot vert poireau, comme il le cite dans le texte. Quoi qu'il en soit, cette tortue, elle finit par mourir hein, sous le poids de toute cette préciosité, de tout cet excès, au même titre d'ailleurs que Jean-Baptiste qui meurt de la danse ruisselante de Pierreries, donc de Salomé. Oui, le prix de la danse à la mort au bout finalement du chemin, comme une espèce de fascination de la littérature décadente. Ce qui est passionnant à ce moment-là aussi de l'histoire et de l'échange entre bijoux et littérature, c'est que, comme vous le voyez, depuis Gautier jusqu'à Huysmans, finalement les écrivains sont fascinés par la rigidité du mot rare, par la minéralité qu'on peut trouver dans la langue, au moment même où, tout à l'inverse, un certain nombre de joailliers prestigieux dans la seconde moitié du XIXe siècle vont presque dénier la minéralité du bijou pour donner toute sa puissance d'envol, de légèreté, de finesse et de délicatesse à leur création. Création qui reste néanmoins marquée par ce motif de la morbidité qui va être finalement l'artifice morbide, la fleur vénéneuse, le bijou somptueux, fascinant, mais finalement fatal, qu'on trouve dans la seconde moitié du XIXe siècle. Oui, tout à fait. On arrive déjà à la fin de notre voyage dans la littérature française. Et pour finir, pour conclure, on avait envie de s'attarder sur un exemple du XXe siècle et notamment un extrait donc, d'un poème de Louis Aragon qu'il a composé en 1942 et qui s'appelle donc Elsa Valse, et je vous en lis donc quelques vers. Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir, tout tourné en collier dans tes mains d'opéra. Des morceaux de chiffon et des morceaux de miroir, des colliers beaux comme la gloire. Beaux à n'y pas croire, Elsa valse et valsera. J'allais vendre aux marchands de New York et d'ailleurs, de Berlin, de Rio, de Milan, d'Ankara, ces joyaux faits de rien sous tes doigts orpailleurs, ces cailloux qui semblaient des fleurs, portant tes couleurs, Elsa valse et valsera. Oui, ici, bien sûr, c'est la double figure d'Elsa Triolet à laquelle rend hommage finalement Aragon, son compagnon, son amant. Et cette double figure tient à la fois à la dimension littéraire d'Elsa et aussi au fait qu'à la fin des années 20 et au début des années 30, elle va être réellement conceptrice et créatrice de bijoux dans le milieu de la mode, de la haute couture. Oui, tout à fait. En fait, Elsa, après avoir voyagé à Tahiti, en Angleterre, à Berlin, va poser ses valises à Paris où elle va se retrouver dans le cercle des surréalistes. En tout cas, elle se lie d'amitié avec André Breton et en novembre 1928, elle rencontre Louis Aragon au café de la Coupole, celui qui deviendra donc son compagnon de vie. Et au début de leur relation, le couple a des problèmes financiers et pour pallier donc ces difficultés d'argent, Elsa, qui s'intéresse à l'univers de la mode, va créer donc
des bijoux pour des créateurs de haute couture, Lucien Lelong ou encore Elsa Schiaparelli. Oui, et de son côté, la rencontre, évidemment, scelle deux itinéraires qui finissent nécessairement, finalement, par se croiser. Aragon est lui-même connu, ou connaît lui-même, ces milieux de la haute couture. Il a été un moment conseiller de Jacques Doucet, et il va se faire lui-même, enfin c'est comme ça qu'il se présente, il se déclare le représentant de commerce, finalement, des créations d'Elsa. Oui, et Elsa, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des matières aussi qu'elle va pouvoir faire, puisqu'elle n'utilise pas donc, de matières précieuses. On est plutôt sur la valorisation du bois, de la bakélite, de la galalite, également du coton, du verre, pour ne citer que cela. Et on peut faire un parallèle sur la façon dont elle construit ces bijoux, souvent en 3 dimensions, avec des techniques d'assemblage, et la façon dont elle construit aussi ses romans. Et on a notamment un roman documentaire qu'elle écrit en 1933 qui s'intitule Collier au pluriel, dans lequel elle va nous informer sur les différents aspects de son métier de parurière. Et on vous a mis ici donc deux visuels. Vous voyez Elsa Triolet qui porte cette broche en forme de fleur, et également donc ce collier en pâte de verre, donc à motif de rose, donc le motif de la fleur qui était déjà présent d'ailleurs dans l'extrait que l'on vous a partagé, est un motif qui est important et qu'on va retrouver à la fois chez Louis Aragon, mais aussi chez Elsa Triolet, à la fois dans La Rose et le Réséda ou Mort à crédit, qui sont des romans de ces deux écrivains. Et La Rose est aussi l'occasion d'achever notre parcours, puisque dans les romans médiévaux, dans les romans de chevalerie, ou souvenez-vous du roman de La Rose, qui est un roman formidable au Moyen-Âge, on arrive finalement à cette désignation qui va caractériser Elsa, au point que Agnès Varda, célèbre réalisatrice, va lui consacrer un documentaire intitulé Elsa la Rose. Oui, donc des roses dans le texte, des roses en bijouterie. On avait envie de finir sur cette figure d'Elsa Triolet qui, pour nous, incarne parfaitement ces correspondances artistiques entre le bijou et la littérature. Et on va finir d'ailleurs cet échange pour conclure sur un autre motif qui, très rapidement, illustre aussi ces correspondances, ces résonances artistiques entre le bijou et la littérature, qui est le motif de la plume. Oui, comme vous le voyez là, évidemment, c'est absolument magnifique, puisque depuis le Moyen-Âge, depuis les 4 évangélistes jusqu'aux 4 pères de l'Église, jusqu'aux philosophes des Lumières, jusqu'à Balzac, jusqu'à Baudelaire, jusqu'à Zola, on représente l'écrivain. L'écrivain est celui qui tient une plume à la main. Et on est écrivain, on est homme ou femme de plume. Et donc, il y a là l'occasion de terminer par-dessus la rose, si j'ose dire, avec la rose, cette image éblouissante qui est celle de, à la fois la plume comme moyen d'écrire tirée de l'oiseau, et puis les plumes métalliques qui vont se répandre, se multiplier à partir des années 1830. Oui, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, on a le bijou de gauche qui illustre parfaitement cette idée, cet engouement pour les plumes métalliques qui se développe en Angleterre en 1830. Et puis, vous avez donc sur votre droite ce clip Panache de la maison Van Cleef & Arpels qui tire son inspiration d'un conte des frères Grimm. Donc on voit bien la résonance avec la littérature, mais on a aussi surtout cette technicité joaillière avec l'emploi du certi mystérieux vitrail. Donc il y a cette technicité joaillière, une technicité aussi dans l'écriture, dans la construction d'un style. Donc en fait, il y a plein de parallèles, de facettes qui pourraient être davantage développées sur ces fameuses correspondances entre le bijou et la littérature. Le temps nous manque. Exactement, tout à fait, pour se permettre d'être exhaustif. Alors, avant de prendre quelques questions, donc on vous partage,
la prochaine conférence donc, en ligne qui aura lieu donc, au musée Guimet, donc, qui est le musée national d'art asiatique, avec une conférence consacrée à l'or des Ming qui rentre en résonance avec une exposition qui est dédiée au faste et aux beautés de la Chine impériale, donc 14e, 17e siècle. Et j'en profite pour vous dire que eh bien, cette exposition s'accompagne d'un très beau catalogue dans lequel vous allez pouvoir retrouver une étude qui a été menée par Pierre Rivet qui s'intéresse donc aux parures féminines de la dynastie Ming et qui fait le lien donc, avec leur présence dans les romans de Meurs, dans donc, les classiques de la littérature chinoise. Donc, tout cela pour vous dire que finalement, ces correspondances artistiques, bijoux et littérature, là on s'est attardé, nous, bien évidemment, sur un domaine qu'on connaît qui est la littérature française, mais voilà, c'est un sujet qui voyage dans le temps et qui voyage aussi à travers donc, les différentes culture. Et puis vous pouvez retrouver les différentes actualités bien évidemment de l'école et des différents donc, campus sur le site internet de l'école. Et je vais regarder donc s'il y a quelques questions. Alors, quels sont les liens artistiques entre la France et l'Asie dans l'univers littéraire? On peut peut-être y répondre à deux. Vaste question, oui, bien sûr. Oui, bien, vaste question. Oui, oui. C'est vrai qu'on a fait des petites incursions sur l'Asie. Alors, en tant que 19e, moi, quand je pense à ces échanges entre la France et l'Asie, je pense notamment à la seconde moitié du 19e siècle, où sous le gouvernement Meiji, on a le Japon en fait, qui va s'ouvrir à des pays comme la France et l'Angleterre. Et on va avoir d'ailleurs la présence du Japon et d'objets japonais aux différentes expositions universelles qui vont eh bien, permettre le développement de ce qu'on appelle le japonisme. Le japonisme, c'est toute la fascination, tout l'engouement que les Européens en fait, vont pouvoir développer sur tout ce qui provient du Japon, tous les objets qui viennent du Japon et qui va avoir un impact en fait, dans eh bien, la sphère artistique et notamment dans les différents arts, aussi bien les arts décoratifs que la littérature. Est-ce que vous voulez… Oui, bien sûr. Du côté littéraire, avant d'en venir au Japon, vous avez évoqué la Chine, naturellement, oui. L'Inde avec Tavernier et les récits des missionnaires un peu partout dans le monde vont jouer un rôle extrêmement important pour faire connaître les cultures, pour faire connaître les littératures de chacun des pays qu'ils traversent. Pour revenir au Japon et dans la littérature, vous avez effectivement, par exemple, des poèmes de Judith Gauthier, vous avez des romans de Pierre Loti, et vous avez par-dessus tout, si j'ose dire, comme couronnement, une publication d'Edmond de Goncourt qui, après le décès de son frère Jules, va publier en 1881 un catalogue, nous avons parlé de catalogue, voilà un autre catalogue qui est La maison d'un artiste, dans lequel texte il décrit précisément l'ensemble des objets d'art qu'il a rassemblés lui-même, mais aussi déjà avec son frère, et en particulier énormément d'objets qui sont d'origine japonaise, et qui sont japonais. Et acheté en France avec l'ouverture du commerce. Vous avez cité l'exposition universelle, celle de 1867 va jouer un rôle considérable. Et souvenez-vous, nous avons parlé à rebours, vous avez rappelé que c'était la maison de Des Esseintes qui était l'essentiel du roman, et on passe donc 3 ans plus tard, vous voyez, de la maison d'un artiste qui est un vrai catalogue, oui, si j'ose dire, de présentation d'objets, à un roman qui est celui de Huysmans. Oui. Un mot pour dire, naturellement nous n'avons pas le temps, nous reviendrons, pour dire que la peinture joue un rôle considérable dans cette histoire, et nous avons cité à plusieurs reprises Zola, pour ne parler que de lui, et souvenez-vous du tableau de Zola
par Manet, dans lequel tableau les références au Japon sont considérables, sont extrêmement nombreuses, sans parler de « Il faudrait chanter l'air principal » de Madame Butterfly de Puccini, par exemple. Oui, c'est ça, tout à fait. Et pour revenir sur notre thème et sur ces liens entre le bijou et la littérature, il y a aussi un autre exemple à la fin du 19e siècle avec l'écrivain Robert de Montesquieu, qui est un dandy esthète de la Belle Époque, qui va d'ailleurs inspirer le personnage de Jean des Esseintes à Joris Carl Huysmans. Et Robert de Montesquieu va écrire en 1910 un poème qu'il va dédier au grand joaillier de la période Art Nouveau, qui est Henri Weber. Et donc dans ce poème de 1910, eh bien, Robert de Montesquieu en fait évoque la passion d'Henri Weber pour le Japon, puisque Henri Weber, c'est certes un grand joaillier, certes un grand historien du bijou, grand critique d'art, mais également quelqu'un qui va collectionner différents objets du Japon, à la fois les inro, les tsuba, les estampes japonaises aussi, dont il va faire don pour certaines au musée du Louvre. Il va même être président de la société des amis de l'art japonais. Donc voilà, on a vraiment ces liens qui sont forts. On pourrait citer également Lucien Gaillard, qui lui est un bijoutier qui va faire venir en 1901 de Tokyo des artistes laqueurs, ciseleurs, pour essayer de percer les mystères des dorures, des patines, des alliages nippons, et puis qui, dans ses compositions, s'inspire aussi d'une iconographie japonaise, et notamment donc, de certains motifs qu'on retrouve dans les estampes japonaises qui sont alors en circulation sur le marché de l'art à cette époque, dans cette fin du 19e siècle. Je pense qu'on a été assez exhaustif sur la question. On va se permettre de prendre juste peut-être une dernière question très courte. Alors, pour Patrick, une question. Y a-t-il un fameux écrivain qui fut ou qui est collectionneur de bijoux? Dites-nous tout. Eh bien, écoutez, celui qu'on a cité, qui est Edmond de Goncourt, pas uniquement des bijoux, si vous voulez, où ce n'est pas simplement l'objet bijou exclusivement qui l'intéresse, bien sûr, mais pour en rester, si vous voulez, à la tonalité générale de notre dialogue aujourd'hui, c'est peut-être ce nom-là qu'il faudrait retenir à travers, vous avez cité énormément d'objets précieux chers aux collectionneurs de l'époque, lui-même les avait déjà rassemblés, et peut-être plutôt que de bijoux, pensons à des éventails par exemple, mais qu'on n'a pas nommé, mais qui sont eux-mêmes dans cet univers finalement des objets tellement précieux, tellement beaux qu'on peut les considérer comme des bijoux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. On a eu plaisir à vous partager une facette, vous l'aurez compris, de ces fameuses correspondances entre le bijou et la littérature. On vous dit à très bientôt peut-être pour de prochaines lectures. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.